C'est quelque chose qui nous touche tous, forcément, par nature. On est tous concernés par la santé, notre propre santé, mais la santé de nos proches. Et donc, c'est de savoir aussi, après ces 7 années d'activité au CERT Santé, que les établissements de santé nous font confiance, font appel à nous quand il y a une situation d'urgence. Alors, pas forcément sanitaire, mais cyber, mais qui peut entraîner des urgences sanitaires. Qu'elles peuvent compter sur le CERT Santé en cas d'incident. Et bien sûr, nous sommes là, nous, pour les aider quotidiennement dans leur lutte, dans leur gestion des menaces de cybersécurité. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité dans le secteur de la santé. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre à l'hôpital et de ne pas pouvoir être pris en charge pour cause de cyberattaque ? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Je me répète souvent que dans mon travail, je ne sauve pas des vies et pourtant, cet épisode va peut-être nous prouver le contraire. Et en plus de pouvoir bloquer tout un établissement de santé, les hackers malveillants se vantent souvent de vendre nos données de santé à des prix faramineux. Dans cet épisode, je reçois 2 experts du CERT Santé pour faire le point et aussi la lumière sur ces 2 sujets. Le numérique met-il notre santé en danger et nos données de santé valent-elles vraiment de l'or ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Quentin Letiec et Emmanuel Soyer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous travaillez au sein du CERT Santé. Normalement, si tous mes auditeurs ont bien suivi mes épisodes, ils savent déjà tous ce qu'est un CERT. Mais on va le rappeler quand même, on ne sait jamais. Donc, CERT, c'est l'acronyme pour Computer Emergency Response Team. En français, c'est l'équipe de réponse aux incidents de sécurité. Et dans mon langage à moi, ce sont les pompiers de la cybersécurité. Donc, vous êtes en fait les pompiers cyber des établissements de santé en France. Est-ce que vous confirmez ? C'est à peu près ça, voilà. Avec l'enjeu qu'on ne sauve pas directement des vies. Mais indirectement, on va en reparler. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de reparler du CERT Santé, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par toi, Emmanuel. Quel a été ton parcours pour exercer ce métier de pompier de la cyber aujourd'hui ? Alors moi, j'ai toujours travaillé dans la sphère publique. J'ai commencé ma carrière professionnelle au ministère de la Défense, où je travaillais dans la spécification de protocoles de communication sécurisés. Et j'étais maître d'œuvre de développement de moyens de communication sécurisés. Ça, c'est dans la fin des années 90. Un peu concevoir des moyens sécurisés pour protéger les communications sensibles du ministère de la Défense. Ensuite, j'ai poursuivi ma carrière à l'ANSSI, où j'étais impliqué dans le soutien aux PME françaises de la cybersécurité, ça dans les années 2000, et à l'émergence d'une offre de sécurité française. Et là, j'ai également contribué à mettre en place un label de sécurité de premier niveau, le CSPN, Certification de sécurité de premier niveau, pour permettre à ces entités de pouvoir proposer des produits qualifiés en France. Ensuite, j'ai rejoint l'ANS en 2011 pour m'occuper de la sécurité du dossier médical partagé, que vous connaissez. Ce sujet, oui, voilà, on en a beaucoup entendu parler. Et actuellement, il y a des campagnes régulièrement pour vous proposer de créer votre dossier médical partagé par l'assurance maladie. Et j'ai travaillé aussi à la sécurité des messageries sécurité de santé, MS Santé, pour les professionnels de santé, échanger en toute sécurité les données des patients entre professionnels de santé. Et j'ai également contribué, avant de monter le CERT Santé, je vais y venir, à produire des référentiels de sécurité dans le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. En fait, la production de référentiels pour les établissements, pour les professionnels de santé. Et donc, fin 2016, j'ai été chargé de mettre en place le CERT Santé, qui a ouvert officiellement ses services maintenant en octobre 2017, donc plus de 7 ans maintenant. Ça fait quelques années, en effet, déjà. Et donc, c'était pour moi, quand j'ai rejoint l'ANS, l'importance de travailler dans le secteur de la santé. C'est quelque chose qui nous touche tous, forcément, par nature. On est tous concernés par la santé, notre propre santé, mais la santé de nos proches. Et donc, c'est de savoir aussi, après ces 7 années d'activité au CERT Santé, que les établissements de santé nous font confiance, font appel à nous, comme vous l'avez dit, quand il y a une situation d'urgence. Alors, pas forcément sanitaire, mais cyber, mais qui peut entraîner des urgences sanitaires. Qu'elles peuvent compter sur le CERT Santé en cas d'incident. Et bien sûr, nous sommes là, nous, pour les aider quotidiennement dans leur lutte, dans leur gestion des menaces de cybersécurité.
Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. On va passer à toi Quentin. Comment es-tu arrivé au CERT Santé ? Moi, fin des années 90, je commençais ma vie, pas professionnelle tout simplement. Donc j'ai commencé plutôt vers les années 2017-2018, aussi dans les communications sécurisées, chez Airbus, dans un rôle offensif. Mon objectif, c'était de savoir si elles étaient vraiment sécurisées en faisant du pen test sur les technologies radio. Donc, c'était assez intéressant et peu commun. Donc, tu trouvais des choses qui n'allaient pas ou pas ? Trouver des choses. Ok, ça m'inquiète, je veux pas savoir. Voilà. Pas plus de choses à dire que ça. Ensuite, j'ai fait un petit crochet par le défensif, toujours chez Airbus, un retour à l'offensif ensuite. Et je suis arrivé au CERT Santé en tant qu'analyste il y a un peu plus de 2 ans. Parce que la santé publique et les cyberattaques sur les hôpitaux, moi je les voyais que depuis les journaux télévisés, Versailles, Corbeil. Je m'étais dit il y a quelque chose à faire et j'avais vraiment envie de me sentir utile à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé, voilà. Quelle année du coup ? Il y a 2 ans, ouais, donc parce 2023. que Versailles, Corbeil, c'était il n'y a pas si longtemps. 2023, je suis arrivé juste après, mais il n'y a plus de gros incidents depuis, c'est pour ça. Alors 2021. Mais depuis, moi je suis arrivé 2023. Depuis c'est trop bien géré. Exactement. Donc maintenant, tout, c'est grâce à Quentin. Exact. Ouais, que ça. On va revenir justement sur la création du CERT Santé, sur les raisons de sa création donc en 2017. Pourquoi le CERT Santé a-t-il été créé ? Alors, le CERT Santé a été créé sous l'impulsion des FSSI du ministère sociaux de l'époque, Philippe Loudneau. Je pense que c'est important aussi de redonner le nom des personnes qui ont participé directement à sa création, et puis aussi de Jean-François Parguet, qui était à l'époque directeur du pôle technique de l'Agence du numérique en santé. L'Agence du numérique en santé, c'est l'agence qui s'occupe de déployer la e-santé, les services numériques dans la santé, pour les hôpitaux, pour les professionnels de santé. Et donc, bien sûr, la dimension cyber a toujours été importante au sein de l'agence, à prendre en charge, à déployer. Et donc Philippe, lui, en 2016-2015 déjà, était déjà régulièrement sollicité par les établissements pour analyser des souches virales, pour faire des diagnostics sur des machines qui avaient des comportements bizarres, dont on suspectait clairement qu'il y avait des choses malveillantes. Et donc, le projet a été lancé en 2016, et il y a aussi l'événement 2017 important, mai 2017, l'attaque WannaCry contre le système de santé NHS du Royaume-Uni, qui a impacté plusieurs jours. WannaCry, en fait, c'est l'origine du rançongiciel, un ver qui se déploie sur les machines et qui va bloquer les machines. Et puis, WannaCry a vraiment été un choc aussi en France, et un point important pour dire il faut monter rapidement un CERT Santé au profit des établissements de santé pour les aider à faire face à cette menace cyber. Et donc, le CERT Santé, c'est d'abord une force d'intervention rapide en cas d'incident. Donc, le CERT Santé a mis à disposition un portail de signalement et un service de réponse à incident 24/24, 7 jours sur 7, avec pour rôle d'analyser, de qualifier les incidents qui sont signalés, de mettre en place les premières actions d'urgence, c'est-à-dire arriver à sauvegarder, sécuriser ce qui n'a pas été compromis au sein du système d'information. C'est aussi ensuite d'analyser l'état de la menace, le type de menace, et donc de réaliser des investigations numériques pour mettre en place des mesures de remédiation correspondantes à l'attaque ou à la compromission auquel fait face l'établissement. Comment êtes-vous organisé aujourd'hui au CERT Santé ? Vous êtes combien dans l'équipe à répondre à toutes ces sollicitations que vous devez recevoir quotidiennement ? Alors, quotidiennement, donc en fait, il y a 5 personnes qui sont analystes au CERT Santé, donc qui sont en charge du traitement de qualifier et d'intervenir directement auprès des établissements de santé. Alors, ce n'est pas la seule activité du CERT Santé, parce que qui dit réponse à incident, dit aussi intervention, analyse de la menace, connaissance de la menace. Et donc, cette activité aussi d'analyse de la menace, c'est une activité qu'on a déployée aussi depuis plusieurs années. La première étape était d'identifier les vulnérabilités, de connaître les vulnérabilités sur lesquelles qu'on trouvait sur les équipements, les services exposés sur Internet par les établissements. C'est ce qu'on appelle typiquement les CVE, toutes les publications que font les éditeurs, parce qu'on retrouve bien sûr beaucoup de logiciels métiers dans les établissements, mais aussi des logiciels standards, des composants standards, d'accès à distance, de messagerie, de VPN.
Et souvent, au début des années 2020, et je dirais aussi avec la période Covid et le déploiement des accès à distance, il y a eu aussi une recrudescence d'attaques de ces accès pour exploiter les vulnérabilités et ensuite pénétrer au sein des systèmes d'information de santé, des systèmes d'information des établissements de santé. Donc, en fait, les établissements de santé, ils vous sollicitent donc en cas d'attaque, mais vous êtes aussi là de manière proactive pour déjà détecter toutes les failles, les vulnérabilités qui sont sur leur système d'information pour pouvoir déjà finalement élever leur niveau de cybersécurité. Tout à fait. C'est ce qu'on a déployé, je dirais, depuis 2019. C'est cette veille sur l'exposition de l'exposition sur Internet des établissements, une exposition je dirais une capitalisation sur les données qu'on a collectées au fil du temps. Et c'est déployé aussi une activité de recherche de fuite de données, de fuite d'identifiants, qui est venue ensuite se développer parce que les attaquants aussi n'attaquent pas forcément directement le système sans avoir une connaissance préalable de ce système. Et on sait que en fait, beaucoup de données d'exploitation de comptes qui ont été compromis, dont les données, les flux, les identifiants sont revendus sur Internet et peuvent être exploités par des attaquants. Et justement, on va reparler un peu plus tard de ces données de santé qui fuitent et qui sont exploitées et revendues, apparemment, d'après ce qu'on lit. Donc, vous êtes une équipe de 7 personnes à gérer ces deux... Alors, 5 personnes sur la partie analyse, réponse à incident, intervention auprès des établissements, aide à la gestion de crise aussi, c'est important, parce qu'effectivement, un RSSI d'établissement n'a pas l'habitude de gérer ce type de situation, donc on vient là aussi pour l'aider à gérer cette crise, à la gérer de façon plus sereine, en particulier dans les différentes étapes de traitement de l'incident, de sécurisation des systèmes et de remédiation. Alors, combien d'incidents depuis la création du CERT? Quelques chiffres? Alors, dans les rapports, chaque année, on a plusieurs centaines d'incidents. Alors, il se trouve qu'on a des incidents d'origine malveillante, mais non malveillante, qui nous sont déclarés. En général, on a en moyenne, depuis plusieurs années, je dirais 300 incidents, en moyenne 300 incidents d'origine malveillante qui nous sont déclarés. Et quelles sont les organisations dont on parle quand on dit établissement de santé? Est-ce que ça concerne les hôpitaux publics, les cliniques privées? Est-ce qu'un cabinet médical est concerné aussi? De qui on parle? Alors, les bénéficiaires du CERT Santé sont bien sûr l'ensemble des établissements de santé, publics et privés, mais également les établissements et services médico-sociaux depuis 2020, les laboratoires de biologie médicale et les centres de radiothérapie. Mais les établissements, les structures de santé qui sont qu'on appelle le plus au service du CERT Santé, celles qui sont aussi depuis le début de la création, c'est pourquoi le CERT a été créé, et qui, je dirais, sont aussi peut-être les plus matures ou les plus exposés sur Internet, sont les établissements de santé publics et privés. Très bien. Est-ce que vous avez des exemples d'incidents qui ont marqué l'histoire du CERT Santé? Tout à l'heure, on parlait de Corbeil-Essonnes. C'est peut-être un exemple qui n'a pas seulement marqué certainement le CERT, mais aussi les publics, j'ai envie de dire, puisque l'attaque a été largement médiatisée. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Ou sur une autre? Alors, pour effectivement les incidents les plus anciens qui ont marqué, il y a eu le CERT Santé et l'ANSSI, parce que sur ces gros incidents, on a affaire à ce qu'on appelle des opérateurs régulés, des OSE, sur lesquels l'ANSSI aussi intervient en tant qu'agence nationale en charge de gérer les opérateurs régulés. Donc, le premier gros incident médiatisé, ça a été le CHU de Rouen en 2019. Où là, en fait, l'État, les autorités ont décidé de déployer des moyens importants et donc ont dépêché des personnes de l'ANSSI, assez importantes, quand l'ANSSI se déplaçait en 2019 jusqu'en 2021, se déplaçait jusqu'à une dizaine de personnes. Il se trouve que le CERT Santé, jusqu'à peu, apporte un appui à distance. Et ensuite, il y a eu les événements de 2021, Dax d'abord. Il se trouve que Dax aussi a fait un retour d'expérience. C'est l'hôpital de Dax, c'est ça? L'hôpital de Dax, pardon, oui, le CH de Dax, début 2021. Et donc, il y a eu un retour d'expérience. Dax
a fait un bilan financier aussi, hein. Bien sûr, il y a le bilan humain au départ, mais ensuite, il y a aussi le bilan financier de la refonte, des impacts financiers aussi de perte de coûts, nous ne pouvons pas réaliser les soins. Et donc, c'est un chiffre qui monte à plus de 2 millions d'euros, hein. Et quand Là, vous dites, donc ça c'est le bilan financier, le bilan humain, de quoi parle-t-on? bilan humain, c'est l'incapacité à prendre en charge les urgences, par Mmh. exemple, le report des opérations. Mmh. Et du coup, organiser localement le report ou le transfert de patients de l'hôpital victime de l'attaque aux hôpitaux d'alentour. Mmh. Et donc ça, c'était à Dax. Vous avez à Rouen, on n'a pas parlé des combien de temps ça a duré à peu près. C'était quoi l'attaque à Rouen? Alors, toutes ces attaques sont des attaques par rançongiciel, Ah oui, à hein. chaque fois, c'est des Voilà, moi tout à j'appelle fait, ça des ransomware, ransomware, hein, c'est la même chose. c'est la même chose. Donc qui bloquent complètement tout le système d'information de l'hôpital. Tout à fait, parce qu'en fait, dans ces attaques, on a un attaquant qui a réussi à avoir des privilèges importants sur le système d'information de l'hôpital et de pouvoir déployer avec ces privilèges sur les serveurs de l'hôpital le rançongiciel et le bloquer. Et pourquoi les hôpitaux sont autant victimes de cyberattaques? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi ils sont autant victimes? Ils Ouais. sont autant victimes que les autres parce qu'ils ont les mêmes produits, ils ont les mêmes firewalls, avec les grands noms qui se prennent les mêmes vulnérabilités et ils les patchent pas à temps parfois. Il y a des infostealers, donc des petits logiciels qui viennent sur les PC des professionnels. Pas que le PC professionnel, ça peut être aussi le PC personnel avec tous les mots de passe synchronisés. Et donc ça crée un accès au système. Que ce soit dans une banque ou à l'hôpital, il y a à peu près les mêmes risques, sauf que les banques ont mis plus de budget, comme on pouvait le dire, dans On pas va en mal de reparler, ça, rapports. ouais. Il y a des difficultés aussi au déploiement, par exemple du MFA. Aujourd'hui, le MFA n'est pas déployé dans tous les hôpitaux, alors que dans des systèmes industriels, ça l'est depuis assez longtemps. Donc voilà, pourquoi ils sont plus attaqués? Pas spécialement plus, c'est juste qu'ils ont peut-être une maturité un petit peu moins grande et surtout une surface d'attaque immense. Parce que la santé en 2020, elle s'est numérisée, parce qu'il a fallu le faire à un peu de force. Et on en a mis un peu partout. Et aujourd'hui, on est en train de tout reconcentrer et avoir une exposition la plus restreinte possible pour ne plus être aussi facilement attaquable. Justement, c'était un petit peu une question piège. Enfin, les établissements de santé ne sont pas plus attaqués que d'autres entreprises. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le dernier rapport publié par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, les établissements de santé, c'est 4% des victimes de ransomware contre, par exemple, 37% qui sont des PME, tout simplement. Alors que dans les médias, en fait, ce qu'on voit, ce qui est à la une des journaux, c'est l'hôpital qui se fait attaquer et pas du tout la PME du coin. Comment est-ce que vous expliquez cette surmédiatisation des cyberattaques contre les établissements de santé? Sur la surmédiatisation, je sais pas, il y a ce côté choc, il y a aussi ce côté gros titre, hein. Faut que les médias, ils ont un objectif d'avoir de la visibilité. Mais je suis pas sûr qu'on parle pas on parle aussi un petit peu des PME. Surtout qu'on retient beaucoup les hôpitaux parce que ça parle à tout le monde. L'usine de Boulon, bon, ça parle pas à tout le monde. C'est vrai qu'on se sent moins tous concernés, alors qu'on a en tous partout. des boulons chez nous. Ouais, exactement. Non, mais effectivement, les grands groupes du CAC 40, ça fait parler, et les hôpitaux, ça fait beaucoup parler aussi. Parce que la santé en France, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, où tout le monde a une attache et on se dit oh là là, mais enlevons le numérique, retournons au papier. La santé est beaucoup plus efficace avec du numérique, mais le jour où ça coince vraiment. Oui, et puis surtout pour les hôpitaux, est-ce qu'il y a aussi ce sentiment de se dire, on sait déjà qu'il y a peu de moyens dans la santé, chez les hôpitaux publics, donc évidemment, c'est pas dans la cybersécurité qu'ils vont mettre leur budget. Vaste question. Quelle est finalement la réalité du terrain sur ce point-là? Est-ce que les hôpitaux ont mis du budget finalement depuis la création du CERT Santé, certainement dans leur cybersécurité? Alors, les hôpitaux et tout le secteur de la santé, oui. Enfin, le ministère, on va en parler tout à l'heure avec le programme CARE, mais il y a eu déjà plusieurs actions significatives avant le programme CARE, de sensibilisation d'abord sur la cyber, d'accompagnement, on en parlera sur la gestion de crise, et puis des programmes de renforcement de la résilience des hôpitaux vis-à-vis de la menace cyber.
Alors, les hôpitaux, ils sont financés par l'assurance maladie, hein, par les activités qu'ils mènent. Donc, c'est eux qui décident ensuite du budget, du pourcentage de budget qu'ils affectent pour les systèmes d'information, pour la cybersécurité. Et c'est ensuite, bien sûr, le ministère, les ARS qui déploient d'un point de vue, alors les ARS d'un point de vue régional, Régional, oui. hein, les grades. Les grades, ce sont les groupements Régionaux d'appui au développement de la e-santé. Voilà. Et l'acronyme? GRADE, Grade. GRADES. D'accord, c'était ça. Grades qui sont aussi sur le terrain pour apporter leur appui aux directeurs d'établissement, mais aussi au RSSI, au DSI, dans la gestion des risques, dans la sensibilisation sur les risques cyber, mais aussi dans la gestion, l'amélioration de la gestion des risques cyber au cœur du système de santé, de leur système de santé. Donc, c'est géré d'un point de vue régional. Donc, chaque région gère la cybersécurité de ses... Enfin, alloue un budget à la cybersécurité de ses hôpitaux. Alors, c'est géré au niveau national, mais en coordination avec le régional, donc en coordination avec les ARS. Tout à fait. Est-ce que justement les grandes attaques qui ont eu lieu ces dernières années, elles ont aidé à allouer plus de budget dans le sens où il y a eu une prise de conscience peut-être plus élevée du côté des hôpitaux? Alors tout à fait au niveau du ministère, puisque à la suite de l'attaque de Versailles, hein, qui était la dernière attaque médiatique significative, donc fin 2022, eh bien il y a eu, bien sûr, il y avait déjà une prise de conscience, mais la décision de mettre en place un programme majeur de soutien aux établissements, un programme financier et humain d'investissement et d'accompagnement des établissements de santé dans l'amélioration, la conception de moyens, d'organisation, de processus visant à améliorer la prise en compte de la cybersécurité dans les établissements. Et c'est le programme CARE, c'est celui-là? Est-ce qu'on Voilà, peut revenir dessus? Est-ce que vous pouvez présenter ce programme? Donc le programme CARE, on va commencer avec ce qui fait plaisir, 750 millions d'euros sur 4 ans, des chiffres. Hein. Pas mal d'exercices de crise réalisés. Je crois qu'on est à plus de 1000, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Donc ça veut dire qu'à peu près chaque établissement de santé a fait son exercice de crise et donc a déjà une première approche de à quoi ça ressemble une crise cyber. Et nous, on le voit de plus en plus quand on a des déclarations d'incidents, les établissements, ils savent face à quoi ils sont. Voilà, ça peut être des fois juste un poste d'un utilisateur, un simple serveur ou latéralisé à plusieurs machines, ou simplement des fois on ne sait pas ce que c'est, hein, la crise cyber, on sait juste il y a un antivirus ou un EDR qui a sonné, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Justement, j'allais te demander à quoi ça ressemble un exercice de crise cyber en fait, dans un hôpital. Eh bien, alors il y a plusieurs niveaux différents. Hein. Il y a des kits pour débutants, intermédiaires et expérimentés qui sont distribués dans le programme CARE. Et après, il y en a qui vont plus loin vraiment et qui font des tests et qui regardent est-ce qu'ils sont capables de lire leur log, tout ça, qui vont vraiment plus loin. À quoi ça ressemble? Eh ben, c'est déjà de savoir s'organiser. Qui est-ce qu'on met autour de la table le jour où ça arrive? En fait, rien que ça, savoir à qui on doit faire des déclarations, parce qu'ils ont plein de paperasse, entre guillemets, je veux dire, de choses à faire. Donc déjà savoir qu'il faut appeler le CERT Santé. Est-ce que tu peux rappeler comment on peut vous joindre? On a un numéro de téléphone, comme celui du Père Noël, mais celui-là, je le connais pas, le nôtre. On a un site de déclaration, un portail de déclaration cyber. Globalement, vous tapez sur Google signalement social gouv et puis vous tombez je suis un professionnel de santé, cybersécurité. Et ça nous fait un ticket chez nous, tout simplement. Et vous essayez d'expliquer ce qui se passe le plus... Un formulaire. Alors, du coup, c'est un formulaire en ligne. Exactement. Tout à fait, oui. Et du coup, ils le font quoi sur leur téléphone s'il n'y a plus rien qui marche Il n'y a plus rien qui marche complètement et assez ça rare. existe pas, C'est Alors, tous les c'est le écrans mythe. bloqués, mais ça. Ouais. Il y a le numéro de téléphone. Ouais, aussi. ça, Oui, voilà, il y a le téléphone. numéro de téléphone pour vous joindre. Oui, et bien sinon, sûr. à Ça côté, répond voilà. 24/24, 7 sur 7. Voilà. Et donc, voilà. Et ils ont plusieurs moyens pour nous prévenir. Et ils savent à peu près d'où ils en sont. Ou s'ils ne savent pas, justement, on va les aider à savoir ce qu'on appelle une levée de doute. On va les aider à savoir ce qui se passe.
Oui, parce que parfois, il peut se passer juste quelque chose qui est bizarre et on se demande s'il se passe quelque chose de grave ou pas. Et donc, vous pouvez leur expliquer, aller investiguer assez rapidement pour savoir s'il s'agit d'une intrusion ou pas. Exactement. Et dans les choses assez intéressantes qu'on a pu déployer, c'est une communauté autour de CHAP. CHAP, c'est le WhatsApp de l'État, en gros, où on a mis tous les RSSI de santé dans un même canal. Et quand ils ont des questions à poser, donc déjà, ils peuvent parler directement avec nous sur un espèce de WhatsApp. On est ultra réactifs. Et c'est surtout qu'ils peuvent se répondre à des questions. Ah ouais, moi aussi je l'ai vu ça, t'inquiète, c'est pas grave. Donc la communauté s'est un peu construite. Vous avez construit un peu cette communauté de RSSI du médical, de la santé. Exact. Et donc maintenant tout le monde communique et s'entraide. Et c'est ça. Et ça discute pas mal, ça se pose des questions. Des fois on n'a même pas besoin d'intervenir et ça c'est parfait quand les questions sont répondues avant même qu'on arrive. Et donc sur le programme CARE, parce que je divague, il y a aussi le financement des CRRC, c'est des centres de ressources, centres régionaux de ressources cyber. Voilà. C'est chaque ARS a un budget pour mettre en place soit des exercices de crise, soit avoir un prestataire de réponse à incident qui peut accompagner, soit des audits. Voilà, ils ont des budgets et ils essayent d'en faire profiter les établissements. Donc on est sur le domaine 1. Le domaine 1, c'était la sécurisation de l'Active Directory et l'exposition Internet. Donc ce que je disais, on a eu une expo vraiment très très large. En 2020, il y a eu des services qui se sont mis à avoir justement des services accessibles sur Internet, peut-être un peu trop. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un Active Directory et si tous les hôpitaux en ont, pourquoi justement c'est hyper important d'aller le sécuriser, celui-là? L'Active Directory, c'est un annuaire, un gros annuaire où il y a tous les utilisateurs, tous les objets, toutes les machines. En fait, c'est tout le système informatique pour qu'ils sachent à peu près avec qui discuter. On a créé ce gros annuaire. Le privilège maximum, c'est, on va dire, administrateur de domaine. C'est l'objectif des attaquants. Quand ils ont atteint cet objectif, ils chiffrent le système, en gros, en déployant leur ransomware à ce moment-là. Et donc, en général, ils arrivent en bas de l'annuaire, dans les racines. C'est un espèce de gros arbre avec des racines. Et donc, il faut arriver au tronc. Le tronc, c'est l'administrateur de domaine. Ils arrivent utilisateurs. Et en rebondissant, souvent avec des mots de passe faibles ou avec des mauvaises conceptions, et ils arrivent admin de domaine. L'objectif, c'est qu'ils n'arrivent pas dans l'Active Directory à aucun compte. Et donc, en réduisant son exposition, on peut éviter qu'ils arrivent sur cet annuaire. Et donc, si je reprends un peu ta métaphore, comment rentrer dans l'arbre par un simple compte utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut compromettre un utilisateur, le compromettre par exemple. Quelque chose qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux qui, des fois, m'énerve, c'est tout ce qui va être les applicatifs exposés. Un médecin a besoin d'un applicatif, et il peut s'y connecter juste avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, qui est souvent celui de l'Active Directory, qui est son mot de passe qu'il utilise partout, qu'il utilise peut-être aussi pour son LinkedIn, son Facebook et tout autre site. Et son ordinateur perso, Et formidable. Et donc à ce moment-là, s'il se fait compromettre une session, qu'il n'y a pas de deuxième mot de passe demandé, un deuxième facteur d'authentification, et on arrive sur une session et on est authentifié en tant qu'un utilisateur. Et pour un attaquant, c'est le début de la compromission. Si on arrive à ce moment-là, on est content. Et si on arrive quelques jours / semaines plus tard, des fois, c'est trop tard. Alors désolé, je vais encore t'emmener un peu plus loin. Une fois qu'il est dans l'Active Directory, l'attaquant, est-ce qu'il sait qu'il s'agit d'un hôpital public? Et pourquoi, s'il le sait, pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce qu'il lance un ransomware alors que les hôpitaux n'ont pas d'argent pour payer des rançons à des cyberattaquants? Alors, parce qu'ils ne savent pas spécialement qu'ils sont en France, ils ne savent pas toujours qu'ils sont dans un hôpital. En France, on ne paye pas, d'autres pays payent. Souvent, il y a un peu une analyse technico-économique des attaquants. Ils se disent ça ne va pas être si dur. Et en fait, des fois, ils arrivent directement administrateurs où ce n'est pas difficile de l'être. Et ils se disent c'est pas grave. Et ils n'ont vraiment aucune éthique à ce moment-là. Ils balancent leur ransomware. Ils s'en fichent qu'il y ait des vies derrière ou autre chose. Il y a quelques groupes qu'on a connus, nous pas en France, mais que le Canada a connu quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans un hôpital pour enfants. Et ils ont donné les clés de déchiffrement. Nous, chez nous, ça nous est pas arrivé. De toute façon, on les contacte même pas. Il y aura peut-être. Donc vous avez pas des contacts avec les attaquants. Il n'y a pas une phase de négociation, parfois des. On n'en est pas encore là. Des discussions qui se passent pour essayer justement d'éviter qu'ils effacent toutes les données, de gagner du temps.
Alors là, c'est plutôt sur je dis la dimension de la coopération, c'est-à-dire que là, c'est plutôt le rôle de la police. Mmh. Donc c'est vrai que nous, on coopère avec le CSIRT, police judiciaire, donc PJ, qui lui, voilà, fait l'interface avec la police, sur ces aspects de recherche de la menace, prise de contact avec l'attaquant et puis, voir jusqu'où on peut aller avec Mmh. l'attaquant pour négocier, le déchiffrement des données. Alors, du coup, je t'ai emmené un petit peu loin parce qu'on parlait à la base du programme CARE que tu présentais. Exactement. Et donc, du coup, tu me disais qu'il y a plusieurs lignes dans ce programme. Et tu m'avais parlé aussi d'un fonctionnement de remboursement sur les investissements cyber. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de questions qui se posent et j'ai pas toutes les réponses. En gros, les établissements se lancent dans le programme, disent voilà, ils ont des objectifs qui sont déjà définis et s'ils les atteignent, on rembourse les coûts qui ont été engagés pour atteindre les objectifs. Donc, ça Donc, les encourage à exactement. investir plus dans leur cybersécurité, à mettre des mesures en place. Voilà. Euh, Le niveau est pas exceptionnellement difficile, c'est clairement pas un objectif final, hmm. mais c'est vraiment mettre le pied à l'étrier sur tous les domaines. Donc la sécurisation de l'Active Directory, on a mis un niveau qui n'est pas suffisant, disons, qui aide à y aller, mais qui n'est pas le niveau de sécurité optimal. En sécurité, en réalité, le niveau optimal, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. L'atteindre, c'est assez compliqué. Donc non, ça ne permet pas de se dire j'ai fini le programme CARE, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Voilà. De toute façon, il n'y a jamais plus rien à faire en cybersécurité. Ouais, bah pour le moment non. Surtout dans la santé. Ouais, c'est ça. Donc voilà, sur 4 domaines, actuellement on est en cours du premier. Donc exposition et Active Directory, on les emmène avec nous en mode voilà, il y a un premier objectif. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est le début de la feuille de route. Mais ce qui est déjà pas mal, parce que c'est souvent la question qu'on se pose quand on s'y est pas encore mis, c'est mais par où on commence en cybersécurité? Donc là, vous donnez une première réponse, vous accompagnez les établissements de santé vers ce début d'élévation du niveau de cybersécurité. Vous estimez à prendre combien de temps avant d'arriver à une étape de cybersécurité, enfin un niveau suffisant dans les établissements de santé en France? Il faudrait prendre combien de temps? Si là, le premier objectif, voilà, c'est sur combien de temps le programme CARE? Le programme CARE, c'est jusqu'en 2027. Je crois. Le niveau suffisant, c'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas le futur des attaques. L'objectif, c'est qu'ils aient des choses patchées, qu'ils commencent à avoir des modèles et des architectures plus résilientes. Mais le niveau suffisant, j'ai l'impression que c'est un peu une course qu'on gagnera jamais, en fait. Ouais, Les attaquants, d'un côté, développent leurs outils, les défenseurs développent les leurs. L'objectif, c'est déjà d'être préparé à la cyberattaque, d'avoir un plan quand elle arrive. Donc, on va travailler sur d'autres aspects, les sauvegardes, avoir mis en place tous les mécanismes de continuité, avoir mis tous les mécanismes de sécurité, justement, pour pas en arriver là. Mais je pense que c'est une course qu'on gagnera jamais vraiment et je continuerai toujours de détester le vendredi après-midi, quoi. Pourquoi? Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe le vendredi après-midi? Mais Quelle est la crainte? c'est le vendredi après-midi qu'arrivent tous les incidents, c'est bien connu. Non, c'est pas vrai, mais les analystes, on s'appelle les gens qui n'aiment pas le vendredi après-midi ni le week-end en général entre nous. Et voilà, non, je pense qu'on aura toujours des analystes qui auront peur du week-end. Alors, on parlait tout à l'heure du chiffrement des données, donc ces fameux ransomware qui chiffrent les données. Parfois, les attaquants menacent d'aller diffuser ces données, et aussi, parfois, ils disent qu'ils les ont vendues à des prix d'or. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elles valent aussi cher, nos données de santé? Comment ça se passe sur le dark web, selon vous? Et bien, de ce qu'on voit, elles restent en vente longtemps. Des fois, elles finissent même mises à disposition gratuitement. C'est bizarre, si elles s'étaient vendues, je pense qu'il y aurait un petit côté exclusivité on les donne pas gratuitement à la fin. Il n'y a pas un petit échantillon qui est montré gratuitement, si, puis le reste est payant? Et ce qui marche super bien en termes d'échantillons, c'est tout ce qui va être la donnée biomédicale, un IRM ou quelque chose comme ça. J'ai du mal à en trouver l'utilité. Peut-être que l'IRM du genou de Kylian Mbappé doit valoir beaucoup plus cher que le mien. Effectivement, il y en a où ça va valoir plus cher.
parce qu'il y a un côté VIP, il y a un côté dossier de santé. Je ne sais pas exactement comment ils sont protégés. Est-ce qu'ils sont anonymisés? Oui, sûrement, pour ces patients très particuliers. Euh, la donnée de santé, ça dépend de la définition qu'on en a. Si les accès au système d'un praticien, c'est une donnée de santé, oui, ça peut valoir de l'argent parce que quelqu'un va la qualifier, va dire voilà, moi j'ai accès à un gros système, il y a 100 000 machines dedans, on peut run des commandes, on peut faire des commandes où j'ai accès à la machine d'un administrateur. C'est pas un professionnel de santé, mais vu que ça fait partie d'un système informatique de santé hospitalier, ce qu'on appelle le SIH, ça peut valoir cher. Et si c'est considéré comme une donnée de santé, elle vaudra aussi cher que dans un autre domaine, comme un domaine industriel, parce que c'est une grosse machine. Par exemple, si on prend un CHU, il y a plusieurs milliers de personnes qui y travaillent. Et En donc, fait, dans ce cas-là, c'est la masse de données qui vaut de l'argent. On peut en tirer des analyses de cette donnée, c'est ça qui est intéressant? la donnée biomédicale ou ce qui nous, personnellement, en tant que patient, nous fait peur, j'ai jamais vu de vraie vente ou de vraie analyse de données faite. C'est pas impossible, parce que si on en a l'idée, c'est que ça peut se faire. L'objectif, c'est pas que quelqu'un le fasse, hein, mais c'est pas impossible. Aujourd'hui, nous, on l'a pas constaté, on n'a pas constaté cette vente telle quelle. Oui, je rajouterais, je pense que ce qui reste le plus critique, on va dire le plus sensible, ce sont les données à caractère personnel classique, l'identité de la personne. S'il y a aussi des copies de carte d'identité qui Oui, traînent. pour faire de la fraude, là, dans ces Voilà, cas-là. exactement. Tout à fait, c'est essentiellement ça. Ouais. C'est les mêmes données que chez les autres, les données s'il y a spécialisées. des numéros de Et carte moi, de j'ai crédit, l'impression des choses qu'avec comme toutes ça. les fuites de données qu'il y a eu là, ces dernières années, je pense que en fait, toutes nos données ont déjà tout est déjà disponible partout finalement. Enfin, Il y en a beaucoup. Et comment on le sait si nos données sont en vente sur le dark web d'ailleurs ou disponibles gratuitement, hein? Il y a des outils qui font ça. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées dedans. Et puis, je crois qu'il y a des projets open source, mais qui sont pas très facilement utilisables. Comment je sais si un hacker peut reconstituer mon identité via des données qui ont fuité sur ma personne? Comment on le sait ça? C'est compliqué. Et en plus, s'ils ont mon IRM du genou. C'est compliqué. Déjà, quand quelqu'un a une fuite de données, la CNIL demande à ce que les patients ou les clients soient prévenus. C'est vrai, on reçoit ce mail. Et ils sont censés décrire toutes les données qu'il y a dedans. Si on prend toutes les fuites de données qu'il y a concernant notre personne et qu'on recoupe tout, on se dit, oula, ils ont déjà beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Moi, en général, je sais que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, c'est déjà dans la nature. De la donnée médicale, je pense pas. Avec les fuites, par exemple, des opérateurs, surtout une qui a été divulguée il n'y a pas très longtemps, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, si on était chez cet opérateur il n'y a pas très longtemps, ils savent déjà beaucoup de choses sur nous. Donc, quel est le vrai risque finalement de nos fuites de données personnelles et médicales? Le risque, je ne sais pas vraiment l'estimer, mais il y a quand même un risque de fraude, il y a un risque de ciblage. Mais beaucoup de fraude en réalité, de ce qu'on voit. Il y a des phishing de plus en plus intelligents, il y a des arnaques Ce matin, j'ai reçu une arnaque à l'emploi et ils ont commencé sur Telegram avec mon nom et mon prénom. Et ils se faisaient passer pour un système d'emploi. Mais bon, c'était un numéro en plus 44, donc je crois que c'est l'Angleterre. Mais voilà, c'est clairement de la fraude, mais de la fraude bien faite, quoi. Quand tu dis de l'emploi? Ils vous disent on a un travail pour vous. Ah oui, donc et après, ils essayent de vous embrigader. Non, pas me recruter, non, c'est vraiment de l'arnaque. C'est aller liker des vidéos YouTube et il y a un engrenage comme ça. Je sais qu'il y a une vidéo de Sylvain sur YouTube où ils ont fait ça il n'y a pas très longtemps. Ils ont présenté le fonctionnement. J'ai pas exactement tous les tenants et aboutissants, mais c'est clairement de l'arnaque pour vous faire partir dans un engrenage et perdre beaucoup d'argent. Donc en fait, tous les spams qu'on reçoit, mais que ce soit par appel téléphonique, les SMS, d'ailleurs, votre carte vitale est bien arrivée ou votre colis est bloqué à la poste, etc. Tout ça, ça vient en fait de fuites de données potentielles qui ont eu lieu. On voit aussi, ce qu'on a vu aussi récemment, c'est les faux ordres de virement. Donc il y a eu pas mal, souvent sur les fins d'année, hein, lorsque les opérations comptables se font de bilan annuel, eh bien on a pas mal d'établissements qui se font attaquer, dans l'usurpation du directeur financier, de responsables et qui effectivement tentent de racketter sous cette forme les établissements.
Et là, la bonne pratique qu'on recommande en général, c'est de double valider le paiement avant de le faire, d'appeler la personne et de vérifier que c'était bien elle qui a demandé ce virement à partir d'un certain montant. Donc, on rappelle cette bonne pratique en passant. Et autre que les virements de règlement de facture, il y a aussi les changements de RIB des employés qui sont... Bon, nous, on les voit beaucoup passer. Donc ça, par exemple, c'est dans les choses qu'on voit passer. C'est malveillant, mais c'est pas exactement cyber. Nous, on part donner des conseils, on fait pas grand-chose. Donc ça rentre dans nos chiffres, par exemple. Voilà. Donc, c'est les attaquants qui demandent à des... Qui compromettent, par exemple, ton mail en Gmail, perso, et qui envoient à comptable@monhôpital.fr et disent « Ah, j'ai changé de RIB. Verser mon salaire sur ce RIB-là. » Et donc, le salaire, il arrive... Exactement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Comment on sait si notre boîte mail, elle est compromise ou pas, si un attaquant... est en train d'envoyer des mails à notre place. C'est pas facile, mais s'il y a le 2FA, quand l'attaquant va essayer de se connecter à ta boîte mail, normalement, tu vas avoir une notif ou et le gros problème, c'est que quand on crée une adresse mail, en général, la double authentification n'est pas obligatoire, donc il faut aller l'activer soi-même. Et quand on n'y connaît rien et qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans les paramètres pour checker cette petite coche, en fait, la plupart des comptes aujourd'hui n'ont pas du tout la 2FA activée. Moi, j'ai activé la 2FA sur tous mes comptes mail, il y a 1 an. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait, mais alors que je travaille dans la cybersécurité, que je sais que c'est une bonne pratique et que en fait c'est pas quelque chose de naturel d'aller activer ça, quoi. C'est un réflexe encore. Beaucoup de gens ont leur mail chez Gmail et il y a un petit module qui s'appelle le check-up de sécurité qui est dans mon compte sécurité et ça vous permet de vérifier tout ce que vous pouvez mettre en place pour augmenter la sécurité de votre compte Google. Proton le fait, Orange a un petit module, par exemple si vous avez une boîte mail Orange. Là, je prends les services que j'ai, je vous cartographie exactement ce que j'ai, vous en savez plus sur moi. Non, donc voilà, il y a pas mal aujourd'hui, la sécurité est de plus en plus incluse, mais effectivement, elle l'est pas par défaut et ça, c'est dommage. Merci pour ces recommandations pour les auditeurs. Je suis sûre que là, tout le monde est en train d'aller checker les paramètres de sa boîte mail. C'est très important. Ça pourrait être une bonne résolution de l'année, d'ailleurs, à rappeler de temps en temps. Quels sont les grands chantiers du CERT Santé pour les années à venir ? Alors, comme Quentin l'a introduit, on est aussi très investi, nous. Il a parlé de CARE et le CERT Santé aussi sollicité en tant qu'expert terrain, de ce qui se passe réellement en termes d'incidents et de bonnes et de moins bonnes pratiques au sein des établissements. Donc, on en partage cette expérience avec le programme CARE. Donc, les grands chantiers, c'est principalement les chantiers de la prévention. Et un des chantiers importants, il y a le chantier des sauvegardes qui va arriver, là, domaine 2 du programme CARE, dans lequel aussi on a été sollicité pour la définition des objectifs. Mais un chantier aussi qui viendra, qui est important, c'est celui de la détection des intrusions, la détection des menaces et améliorer les capacités de détection des établissements de santé pour être le plus proactif possible lorsqu'un comportement malveillant, une attaque, une tentative de compromission arrive l'établissement. C'est quoi l'objectif ? C'est de pouvoir intervenir dans l'heure. Pourquoi est-ce que vous pouvez... C'est améliorer les capacités et l'autonomie de l'établissement dans le diagnostic d'une attaque naissante et de pouvoir mettre en place les mesures de blocage, de remédiation. Parce qu'on rappelle quand même que plus on traite la cyberattaque rapidement, plus on minimise les conséquences derrière. C'est-à-dire que si on attend 3 jours pour appeler le CERT Santé, du coup, on peut mettre potentiellement beaucoup plus de temps à régler le problème que si on avait prévenu tout de suite. Et la levée de doute, d'ailleurs, est très importante dans ce cas-là. Ils ont l'info, c'est au moindre doute, n'hésitez pas. On aura toujours un peu de temps pour eux ou pour leur dire vers quoi orienter leur recherche. Et c'est ce que je disais, en gros, l'attaquant, il arrive avec peu de privilèges. Son but, c'est de partir avec le jackpot, qui est l'administration de domaine, les clés du royaume, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Et donc, entre les deux, il y a du temps qui va se passer. Et si on coupe l'attaque dès le début, avec un endiguement rapide, ça se passe plutôt bien. Et c'est de plus en plus le cas. Encore dernièrement, on a eu des attaques qu'on a arrêtées dès le début, dès la reconnaissance sur le système. C'est de plus en plus courant, donc on est content de ça. Bravo, Effectivement, oui, c'est une évolution qu'on voit.
Et ça se voit aussi dans les chiffres, hein, il y a moins d'incidents majeurs. Alors il y a certainement beaucoup de paramètres, pas que celui-ci, mais il y a quand même celui-ci, c'est qu'on est sollicité, on intervient vraiment en amont. Enfin, Mmh. Quentin, par exemple, peut intervenir, sur, une analyse ou liée à l'EDR, enfin, ou intervenir directement, L'EDR, c'est avec l'outil qui va détecter les intrusions dans le système d'information. Un petit rappel. et remonter aussi, des journaux, enfin des informations qui permettent d'identifier, mieux identifier l'activité, en cours ou qui a eu lieu. Et donc ça, c'est vraiment aussi, et puis on a parlé de l'exposition sur internet, hein, c'est ça aussi, c'est un travail qu'on mène Ouais, à j'ai ces failles. l'établissement, Mmh. voilà, depuis plusieurs années et qui aussi contribue à réduire, hein, parce que de toute façon, Mmh. les attaques passent par internet, donc à réduire aussi le fait, qu'un attaquant, c'est plus difficile pour lui d'entrer dans le système d'information de la victime, de l'établissement. Mais bien sûr, il reste toujours du travail et Mmh. puis, bien sûr, ce sont une exposition qui ne stagne pas, enfin, qui n'est pas figée, donc qui évolue aussi. Parce que les besoins métiers évoluent, et donc bah, il faut rester vigilant, hein, sur ce Constamment. point-là. Puis on va rappeler aussi aux cyberattaquants que les hôpitaux ne payent pas de rançon. Arrêtez de balancer des rançongiciels sur les hôpitaux publics, ça ne sert à rien. Même privé, hein, sur la santé Oui, même overall, pas privé. que public. Oui, tout à Personne fait. ne paye. Et c'est bien de le rappeler. Voilà, exactement. Quelques conseils à donner aux établissements de santé pour continuer justement à améliorer leur protection? On a déjà donné quelques-uns, Eh mais bien, on repart, mais c'est pas que pour les établissements de santé, c'est pour les personnes dans la vie, parce qu'au final, c'est la même chose chez nous, c'est d'avoir un mot de passe robuste et différent autant que possible. Euh, Utiliser un gestionnaire de mots de passe. Personnellement, moi, ça m'a changé la vie et j'ai réussi à mettre mes parents. Donc, même ma grand-mère, à partir de là, quand j'ai réussi, je me dis que tout le monde peut le faire. tu les as mis sur quoi? Sur Dashlane ou sur Non, sur Bitwarden. Ok. On en a un hébergé sur un serveur familial, donc la version Vaultwarden. Et est-ce que utiliser le petit trousseau iCloud ou trousseau Google, c'est des bonnes pratiques aussi ou... Je connais pas la sécurité de tous, mais globalement, si vous le faites, faites-le avec un master password, c'est-à-dire avec un mot de passe maître. Si dès que vous vous connectez à votre navigateur, avec les- ça vous débloque les mots de passe, Hmm. bah, les attaquants vont pouvoir, avec ce qu'on appelle les infostealers, aller les chercher automatiquement. Et c'est ce qui, pour nous, est une catastrophe en termes de vol de mots de passe. Donc D'accord, je vais n'enregistrez aller pas faire trop ça vos mots de juste après. passe dans votre dans votre Google Chrome ou votre Firefox, ou faites-le avec un mot de passe maître correctement. N'ayez pas un fichier mes mots de passe .txt sur le bureau, plein de choses qui, moi, me paraissent évidentes, mais qui, au final, dans la vie des gens, est courant. Oui, tout à Euh, fait. Et c'est dur, hein, d'avoir des mots de passe Quand différents vous avez un partout, gestionnaire de et- mots de passe, vous avez qu'un mot de passe à connaître, ou par exemple votre empreinte, ou une clé physique. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Le gestionnaire de mots de passe, vraiment, c'est la vie, quoi. Genre, j'ai 1000 ou 2000 mots de passe différents, je n'en connais pas un. J'ai des seconds facteurs d'authentification, c'est-à-dire des codes qui se génèrent automatiquement toutes les X secondes. Je n'en connais pas un parce qu'ils changent tout le temps. Enfin, je regardais, j'en ai 252 dans mon PC, dans mon téléphone. Je vais essayer de monter à 256 parce que j'aime bien le chiffre. bien. Voilà, c'est une petite blague informatique. Voilà. Quoi d'autre? Bah, justement, il y a ce deuxième facteur. Sur vos outils La MFA. personnels, mettez à jour vos machines. Les mises à jour, quand on vous propose de les faire, hein. Des fois, c'est ce qu'on appelle des features. Donc, des fois, ça vous arrange pas parce que ça va changer un peu votre écosystème. Mais à minima, les mises à jour où il y a marqué security fix ou Oui, parce qu'il y a des gens qui ont peur de faire les mises à jour. ouais, je sais pas. Bah, dans les établissements de santé aussi, je crois, ils ont peur de faire les mises à jour. Mais des fois, ça casse des choses, Est-ce vraiment. que tu es déjà tombé sur un Windows 98 dans un établissement de santé? Plus vieux que 98. Mais non. Et on a galéré ce jour-là parce qu'on savait pas faire. Enfin, on savait pas faire. On n'avait pas nativement toutes les clés Donc pour ça faire. existe vraiment, ça c'est pas un mythe. Ouais, mais l'avantage, c'est que la machine n'était pas connectée au réseau. Et Bon, donc, ça déjà allait. ça, c'est pas mal. Et Ouais. juste, c'était un problème de production au final. Et en fait, quand on a des vieux trucs comme ça, plus personne sait les débugger. Et donc, on s'est rendu compte que c'était un bug normal, mais ça n'a pas été rigolo sur le coup. Mais oui, il y a des vieilleries qui traînent, de moins en moins. Alors, on trouve souvent, effectivement, c'est souvent des consoles, des dispositifs médicaux, donc des choses qui dépendent en fait de fabricants de dispositifs médicaux pour lesquels il y a une évolution qui est assez lente en termes de voilà.
Et puis, quand on a acheté un IRM, on n'a pas envie de le renouveler tous les 2 ou 3 ans. C'est ça, c'est que si on fait la mise à jour du système, en fait, l'application, elle se met pas à jour. Enfin, il y a une corrélation entre les deux. Des fois, c'est pas possible. Par exemple, il y a des fois des cas où il est vendu dans telle version et il ne pourra jamais être mis à jour parce qu'il y a des marquages particuliers. Par exemple, je crois que les IRM, vu qu'il y a du nucléaire, c'est vraiment packagé comme ça. Ils le changeront pas, donc la seule solution c'est de ne pas le mettre en réseau ou le mettre dans un réseau suffisamment concis pour qu'il ait jamais à interagir avec le reste des systèmes, parce que par nature, en n'étant pas mis à jour, il sera à risque à un moment ou à un autre. Et ça, du coup, est-ce que c'est vu aussi de l'autre côté ? Est-ce que vous travaillez avec ceux qui font la conception des logiciels, des IRM ? Non, j'allais y venir. Effectivement, l'autre chantier important, c'est les éditeurs du secteur de la santé, effectivement, qui n'ont pas forcément aussi la maturité en matière de cyber dans la conception de leur logiciel, mais aussi dans la maintenance. Et c'est vrai que c'est aussi un chantier important aussi que CARE va porter, d'améliorer le développement et la maintenance, la supervision, l'administration de ces logiciels métiers qui reposent aussi beaucoup, qui sont très liés aussi à l'environnement standard qu'on peut retrouver Windows d'un établissement de santé, et du coup qui peuvent aussi avoir un impact potentiellement aussi négatif sur la gestion de cet environnement, la sécurité de cet environnement. Donc un chantier important aussi, le chantier de la maintenance, le chantier de la gestion des vulnérabilités aussi. Il y a tout un chantier effectivement pour les éditeurs standards type Microsoft, c'est classique. Il y a une gestion classique mature de vulnérabilité avec les process de CVE, cotation, déploiement des correctifs. Et bien tout ça, c'est à mettre en place aussi, à déployer pour les éditeurs, pour les acteurs de la santé. Eh ben, vous avez du travail, en tout cas, pour les prochaines années. Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité du CERT Santé pour savoir plus sur l'avancée de toutes ces actions ? On fait des webinaires, donc déjà il y a des replays de choses passées sur YouTube. Quand vous tapez CERT Santé, donc vous avez une chaîne YouTube pour le CERT Santé. On utilise celle de l'ANS. Il y a notre site cyberveille.isanté.gouv.fr où il y a les bulletins de vulnérabilité qu'on met à jour régulièrement. Et la page LinkedIn du CERT Santé où on essaye d'être le plus actif possible. Quand il y a des vulnérabilités critiques, on les publie dessus. Quand on fait des rétextes, on publie dessus. On essaye d'être le plus transparent possible parce que justement, on pense que c'est grâce à l'échange et au retour d'expérience qu'on aide à faire avancer les choses. Et donc, nous, on le fait avec notre vision et on essaye de ne pas être dans l'émotion, justement, du moment, c'est un hôpital, attention, c'est ultra dangereux. Non, on essaye de dire, voilà, c'est un hôpital, ok, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, on fait des rétextes très... factuel sur ce qui s'est passé, et c'est vachement moins impressionnant que ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux ou dans les médias au final. Exactement. Et écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc de cybersécurité dans le secteur de la santé. Encore une fois, donc nous sommes tous concernés par les risques qu'implique la numérisation de notre société. Donc c'est pas seulement le secteur de la santé, c'est tous les secteurs, et puis aussi nous en tant qu'individus. Finalement, tout ce qu'on répète comme bonne pratique s'applique à tout le monde. C'est ce qu'on va continuer de répéter dans ce podcast. Il y a encore beaucoup de CERT à aller interviewer. En tout cas, encore merci à vous deux. Merci. Et comme d'habitude, je vous dis à tous à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.